Salut, c'est lundi, que lisez-vous? Bienvenue dans cette quatrième retour de l'entrée en tentation, donc sur L'Homme Tigre de Eka Kurniawan, un auteur indonésien. Donc c'était la première fois que je lisais un auteur indonésien euh, sur cette chaîne et dans ma vie, je pense. Donc le livre est assez court et comme le style aussi en fait est simple, euh, en fait on le lit rapidement, je l'ai lu peut-être en 3 jours, peut-être 4. Alors, je sais pas trop quelle durée va faire cette vidéo parce que ce qu'il y a en fait, c'est que c'est le genre de livre qui est un peu difficile à évoquer. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu. Ouais, c'est pas simple en fait de parler de ce livre, je trouve. Ça mène pas à beaucoup de commentaires, enfin, je sais pas. Bon, on va rentrer fissa dans le vif du sujet. Je vais juste vous relire le résumé pour vous rappeler de quoi ça parle vite fait. Puis on va partir de là. Donc, quand les autorités demandent au doux Mardio pourquoi il a sauvagement assassiné le vieil Anwar Sadat, vous m'excusez pour la prononciation comme d'habitude, il répond: ce n'est pas moi, il y a un tigre dans mon corps. Rien ne laissait présager une fin si violente pour Anwar Sadat. Il vivait au crochet de son épouse et passait son temps à regarder des matchs de football et courir les femmes. Avant que le père de Margio ne se décide à exercer en ville son métier de coiffeur, sa famille vivait à la campagne. L'arrivée dans les maisons L'arrivée dans la maison des faubourgs marque pour Nuraini, la mère de Margio, le début de la désillusion, et pour Margio, celui de la révolte. Une enquête familiale dans les faubourgs, un roman hypnotique, avec en toile de fond la nature indonésienne céleste. Voilà. Alors, ça me fatigue un peu ce genre de truc parce que l'enquête familiale dont il est question, en fait, ici, mais pas vraiment, c'est pas vraiment une enquête familiale. Et cette histoire de tigre, eh bien, pas vraiment non plus, tout compte fait. En fait, je vais être franc, j'ai pas aimé le livre. La fin, j'entends par là la toute fin, vraiment la chute, j'ai trouvé ça pas mal, mais pour la manière de boucler le livre, en fait, si vous voulez. Mais j'ai l'impression que c'est un sentiment que j'ai presque à chaque fois que je termine un livre, ça conclut le bouquin et hop, je laisse ça laisse une certaine impression, en fait. Et voilà. Là, après avoir passé 2 jours avant de tourner cette vidéo, j'ai eu le temps de réfléchir un peu là-dessus. Et bah, je suis pas convaincu, quoi, malheureusement. Je pense que le problème, c'est que je m'étais fait une toute autre idée du livre en imaginant, voilà, que cette dualité d'homme-tigre, c'est-à-dire que Margio, voilà, qui aurait un tigre dans son corps et qui souffrirait une sorte d'hallucination ou une distanciation avec le réel, qui sortirait de la réalité en quelque sorte, ce serait un thème beaucoup plus probant dans le livre. Et puis voilà, une enquête familiale finalement, non. Et c'est même limite très secondaire en fait cette histoire de tigre. C'est utilisé comme un artifice dans le bouquin, mais il est pas tant question de ce fameux tigre finalement. Donc bon là on va rentrer dans la partie vraiment où je rentre en détail dans l'intrigue, donc si vous comptez lire le livre, il faut arrêter de regarder la vidéo maintenant. Don't let your kids watch it! Voilà. En fait vous avez Mardio qui est le personnage principal. Si vous êtes un éditeur peu soucieux de la qualité d'impression, vous appellerez également le personnage Mario, c'est-à-dire que ici vous avez Mardio, Mardio, mais là finalement on a Mario. Étonnant, personne ne le remarquera, ça fait rien. Ah, donc il assassine Anwar Sadat et il prétend que ce n'est pas lui parce que soi-disant il y aurait un tigre dans son corps. Et le roman commence comme ça. Le crime vient d'avoir lieu, on l'avait vu dans la première vidéo. Voilà, le soir où Mardio assassina Anwar Sadat, gna gna gna, il se passait ceci, il se passait cela. Voilà. Et donc le roman commence comme ça, le crime vient d'avoir lieu, on va enquêter sur ce qui s'est passé. Et en fait, tout le livre est un retour en arrière qui raconte comment les parents de Margio se sont rencontrés, comment ils ont déménagé, comment ils ont aménagé leur maison, etc. Donc on apprend que le père battait très sévèrement sa femme, il l'a violée hein, même, carrément. Enfin, c'était une vraie ordure. Et Margio voulait le tuer, mais finalement son père meurt tout seul. Et Margio a une sœur, et leur mère tombe enceinte, à partir de là elle se met à être heureuse. Vraiment, elle oublie en fait que son mari là-bas et tout, elle est vraiment super heureuse. Mais le bébé meurt rapidement au bout de 7 jours et leur père s'appelle Komar, d'ailleurs, n'en paraît pas du tout affecté. Au contraire, il est même assez content de cette mort. Et on finit par apprendre en fait que Anwar Sadat, le mec que Mardio a tué donc au début du livre, a couché avec Nuraini, donc la mère de Mardio. Et donc le bébé n'était pas
la sœur de Mardio, mais seulement sa demi-sœur, et c'est pour ça que Comar en fait s'en fichait du bébé, c'est que c'était pas lui le père. Comar meurt, tout le monde est soulagé car c'était vraiment un mauvais père, et surtout, Nuraini semblait tellement heureuse quand elle avait son petit bébé dans son ventre, que Mardio se dit que Anwar Sadat devrait l'épouser. Je fais moi-même un retour en arrière ici, mais Mardio rendait souvent visite à son grand-père, qui lui expliquait qu'il était marié à un tigre blanc somptueux et qu'à sa mort, le tigre irait voir naturellement Comar, donc le fils du grand-père et donc le père de Mardio. Si le tigre ne s'entendait pas avec Comar, il viendrait voir sa descendance, donc Mardio. Et ce dernier, à partir de là, est obsédé par les tigres, et voilà d'où vient le nom du roman, en fait. Et donc à la fin, eh bien Mardio va voir Anwar Sadat et lui demande d'épouser sa mère. Je vous lis la fin, donc carrément, ouais. Page 270-271, c'est la fin. Voilà, donc. Il ne rentra pas de toute la journée, donc Mardio. Traversant des ruelles étroites dans les quartiers populaires, il rencontra quelques camarades sans toutefois beaucoup leur parler. Il ne mangea que des goyaves qu'il cueillit dans la cour du mont de Piété tout en humant l'odeur de tabac laissée par Agun Yuda. Il avait d'abord pensé faire une sieste au poste de garde, mais ses yeux ne voulaient pas encore se fermer. Et l'inquiétude l'assaillit, accompagnée d'étranges pensées concernant sa mère. Il voulait parler de tout ça avec son grand ami Agun Yuda, mais il était honteux et embarrassé et finit par y renoncer. Ils jouèrent sur le terrain de football, puis s'allongèrent en regardant les tourterelles déployer leurs ailes dans le ciel. Puis il entraîna son ami vers la buvette d'Agus Sofiane. Là non plus, il ne put faire part de son expérience à Agun Yuda. Il se traita alors lui-même de tous les noms, car si Maharani avait été avec lui, ils auraient pu réfléchir à la situation. En parenthèse, mais Maharani, c'est sa fiancée, et c'est aussi... Enfin, c'était la fille dont il était amoureux, mais c'est aussi la fille d'Anwar Sadat, malheureusement. Ses pérégrinations s'achevèrent ce jour-là lorsqu'il échoua finalement devant la cour d'Anwar Sadat. Il n'était pas armé et n'avait aucune intention de le tuer, bien qu'il souhaitât effectivement le rencontrer pour discuter. Il était rongé de doutes, lesquels résultaient davantage de la honte que de la peur. Pourtant, lorsqu'il vit la porte ouverte et qu'il aperçut, non loin de là, Anwar Sadat dans le même costume que le matin, tel que son esprit avait enregistré la scène, Margio s'approcha de lui. Sans perdre de temps, parce qu'il était conscient que toute cette audace pouvait disparaître d'un instant à l'autre, il se planta devant son vis-à-vis et lui dit « Je sais que tu as couché avec ma mère et que Marianne est votre enfant. » Cette phrase resta suspendue entre eux. Anwar Sadat blêmit et le dévisagea. Margio poursuivit « Épouse ma mère, elle sera heureuse. » Interloqué, Anwar Sadat secoua la tête et marmonna en balbutiant « Ce n'est pas possible, vois-tu, j'ai déjà une femme et des enfants. » L'expression de son regard apportait clairement un démenti à la suggestion délirante de Margio, et la phrase qu'il prononça ensuite paracheva son explication. « D'autant plus que je n'aime pas ta mère. » C'est alors que le tigre qui siégeait dans le corps de Margio en sortit. Il avait la blancheur d'un cygne. Voilà. Voilà l'explication. Donc, j'ai lu ça, et en fait, la première réaction que j'ai eue, c'est « Ah oui, d'accord, en fait, tout ça pour ça. » Voilà. C'est-à-dire que tout le roman, on fait des retours en arrière, c'est bizarrement imbriqué. Alors, ça me rappelle le roman de Mauriac là, que j'avais lu il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo, de Thérèse Desquero. Mais là, c'est encore plus poussé, et il y a des retours en arrière dans les retours en arrière. Ça, par contre, c'est assez bien fait, car on sait toujours malgré tout où on en est, c'est jamais confus. En fait, on sait... Autant Mauriac, c'était brutal, et il faut comprendre que c'est un retour en arrière. Là, c'est pas le cas. C'est toujours... on sait toujours où on se situe dans la ligne de temps. Mais très rapidement, en fait, j'ai compris que le roman ne traiterait pas du tout d'un homme-tigre. En fait, finalement, c'est juste une histoire de vengeance, une sorte de drame familial. C'est assez classique. Alors évidemment, il y a la façon de comment c'est raconté, mais là, on arrive à la note de Florence Noisville, qui nous dit « C'est le côté volontairement primitif et brutal de la prose, allié à la finesse des notations, à la poésie des images et aux odeurs, qui fait de cet homme-tigre un livre à part, profondément troublant. » Bon. Alors, je vous ai lu le passage, là, hein, effectivement, il y a quelques images. Ouais, il ne mangeait que des goyaves qu'il cueillit dans la cour, avec l'odeur du tabac, nanana, les tourterelles déployaient leurs ailes dans le ciel, etc. Bon, je trouve pas ça hyper transcendant. Bon, on va y revenir, oui. Le style, en effet, est assez primitif, pour parler du style déjà, brutal, ça c'est sûr. Mais encore que là, il s'agit d'une traduction de l'indonésien, donc c'est un peu difficile de juger. Je veux pas trop m'étendre là-dessus, ce serait pas très juste. Mais en tout cas, voilà, je suis d'accord que c'est primitif et brutal. On va lire un passage choisi au hasard, j'ai sélectionné la page 208. Un autre petit passage là pour vous donner une idée plus concrète. Court, hein, bien sûr.
Un sentiment de honte s'était emparé de lui, le conduisant à partir de la maison. Il échoua au poste de garde, et continua à réfléchir à tout cela, car quel que fût le sujet auquel il pensait, il était toujours reconduit à une réalité dont l'évidence lui sautait aux yeux. Il ne parla à aucun de ses camarades, bien qu'un ou deux d'entre eux lui aient demandé pourquoi il était si maussade, car il savait bien que ce n'étaient là des choses dont on causait. Qu'adviendrait-il si tous ses camarades, ainsi que tous les hommes à la surface de la terre, venaient à savoir que sa mère avait été engrossée par quelqu'un d'autre que son père? Il éprouvait un désir virulent de livrer aux flammes de l'enfer son père et sa mère, ces deux personnes maudites, dont il avait l'impression qu'elles complotaient pour les tourmenter, Mamé et lui. Mamé, c'est sa sœur. Mais au plus profond de son cœur, il ne pouvait réprouver sa mère, qui avait passé tant d'années à souffrir, ni blâmer son père, qu'elle avait trompé de manière si plaisante. Voilà, rien ne pouvait davantage blesser Comar bin Sueb que ce qui s'affichait devant ses yeux, une épouse arborant un ventre contenant le germe d'un autre homme. Cela le froissait davantage que la pensée qu'il n'avait jamais pu rendre les siens heureux. Donc en effet, voilà, c'est assez cash, on rentre rapidement dans l'histoire, et c'est vrai que c'est brutal. Donc c'est assez représentatif, ce passage-là, tout le livre est écrit comme ça, il n'y a absolument aucun dialogue direct. Éventuellement, très rarement du dialogue rapporté, mais ouais, c'est vraiment très rare, 95% du bouquin, c'est de la narration, donc hors dialogue rapporté, bien sûr. Et je trouvais ça plutôt pas mal, d'ailleurs, ça donne un côté confus au livre, mais pas confus dans le sens négatif, confus, c'est pas vraiment le mot qui convient, en fait. Ce serait plutôt une sorte d'opacité, une brume qui vient brouiller un peu les pistes, c'est quelque chose de très compact. Il y a des retours à la ligne, mais les sauts de ligne sont très rares, il n'y a que 5 chapitres, donc c'est un texte en fait qui est très dense. Vous voyez, en fait, il y a à de très rares moments, il saute une ligne, mais sinon, c'est d'un bloc, vous voyez, donc bon, il y a des dialogues, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Voilà. Il n'est pas blessé, mais enfin voilà, personne ne répond en fait. C'est toujours une ligne comme ça isolée. Bon, en fait, si. Je viens de me rendre compte que si. Voilà, la honte. Tout ça pour dire que c'est très court. Bref. Pour en revenir aux commentaires en 4ème de couverture, pour ce qui est de la poésie des images et des odeurs, je suis passé complètement à côté, je pense. Voilà, je vous ai lu la fin tout à l'heure. Mais il n'y a rien qui m'a interpellé au point que je me dise « Ah tiens, ça c'est pas mal », bon voilà. Quelques formules, somme toute classiques, mais qui concernaient les personnages et non pas la nature céleste en toile de fond. Donc page 264-265, voilà, « Dis-le-moi, tu ne m'aimes pas », répéta Maharani, donc la copine de Mardio et la fille de Anwar Sadat qui va assassiner. Répéta Maharani finalement en commençant à secouer ses épaules. Elle pleurnichait pour de bon comme le font la plupart des filles. Mardio se retourna enfin en l'entendant sangloter. Il lui prit la main, mais elle la retira aussitôt et déversa son chagrin de plus en plus fortement. Mardio lui toucha l'épaule, mais elle se déroba à nouveau. Son dépit n'était pas fin, car il n'y avait guère de doute qu'elle se sentait repoussée. C'est pourquoi elle éprouvait le besoin de les conduire à son tour. Troublé par cette situation qu'il ne contrôlait pas et ne voyant aucune issue, Mardio soupira et renonça à la calmer. « Il y a quelque chose que tu ne sais pas, dit-il. » Sa voix était cette fois clairement audible, au milieu de gémissements de la jeune femme. Maharani ne s'arrêta pas de pleurer. La phrase pleine de mystère qu'avait prononcée Mardio n'avait pas éveillé son intérêt, comme si toutes les explications qu'il pouvait donner en arrivaient à la même conclusion. Leur relation ne voulait rien dire, les embrassades et les baisers qu'ils venaient d'échanger étaient vains, sa déclaration d'amour s'était dissipée dans l'insignifiance, le jeune homme ne ferait que répéter qu'il ne voulait de son amour sous aucune forme. Et il en était bien ainsi. La jeune femme était trop intelligente pour ne pas comprendre où voulait en venir Mardio, même si ce dernier devait encore s'expliquer en lui disant à l'oreille « Nous ne pouvons pas nous aimer. » Voilà. Bon, voilà, on se représente très bien la scène à ce niveau-là. Donc pour les personnages, l'émotion des personnages, je ne nie pas que c'est bien fait. Pour ce qui est de la nature et des odeurs, ça passe un peu en second plan et je vois pas de... Voilà. Donc la libraire avait parlé de Giono dans la jungle, vous savez, quand on parlait sur la pochette, pour nous présenter le livre. Mais moi je ne connais que Giono par son premier livre, donc, qui est Colline, mais ça me rappelle pas Giono, donc il faudrait que je lise prochainement là, Le Hussard sur le toit, c'est prévu pour voir. En attendant, je dirais pas que c'est une lecture qui m'a déçu, ce serait un peu sévère, mais je m'attendais à toute autre chose et j'ai pas été agréablement surpris. C'est pour ça que je disais que voilà, j'ai pas aimé le livre en fait. On finit par s'y perdre un peu dans les retours en arrière, dans le sens où l'assassinat du début du livre passe complètement au second plan. Et j'ai fini par me demander pourquoi il nous raconte ça. C'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'on y lit les aventures de Comar qui devient coiffeur, qui va couper des cheveux sur la place du marché pendant que Nuraini, donc sa future épouse, attendait l'être de lui. Puis on y lit l'histoire de la propriétaire du terrain où est construite leur maison, qui doit faire face à la cupidité de ses fils, et donc elle vend les terrains pour presque rien afin de ne rien leur laisser. On apprend que le major Sadra a une moto super cool, voilà. Mais tout le monde est choqué en apprenant que Mardiou a tué Anwar Sadat. Le garçon est tout calme, il dit qu'il a un tigre dans son corps, et c'est tout. Pour dresser un parallèle, ça me fait penser à L'étranger de Camus. C'est comme si le roman s'appelait Le reflet de soleil sur la lame du couteau, en fait. Et on s'attend à quelque chose de plus développé, de plus construit sur la lame du couteau. Et finalement, non. C'est juste le motif secondaire dans l'histoire, le prétexte, voilà. Mais il y a un crime absurde, et puis voilà, point final. Et là, c'est un peu pareil. On nous vend finalement le roman comme une histoire d'assassinat, mais en fait, c'est pas une enquête sur l'assassinat. Moi, je pensais que ce serait une enquête sur l'assassinat, et en fait, pas du tout. On comprend pourquoi, mais c'est plutôt un drame familial qui se déroule avec comme conséquence l'assassinat. Voilà. Et donc à la fin, voilà, on sait pourquoi, mais cette thématique du tigre, enfin, c'est dommage qu'elle ne soit pas plus développée. Peut-être que c'est moi qui prends la chose trop littéralement finalement, et que j'aurais aimé lire un livre un peu plus tourné fantastique, voire mystique, c'est-à-dire une enquête policière un peu surnaturelle avec un mec qui a vraiment enfin vraiment un tigre dans son corps, enfin il y a vraiment ce thème probant en fait dans la vidéo, quoi. Et donc pour conclure de manière très sobre, je dirais que je suis bien content d'avoir un peu découvert cette littérature indonésienne. Voilà, j'avais jamais rien lu d'autre en termes de littérature indonésienne, comme je l'ai dit. J'ai voulu acheter un autre livre pour l'entrée en tentation suivante, qui était cette fois-ci une œuvre monténégrine. Je me suis dit, alors là, le Monténégro, pourquoi pas. Mais c'était 18 euros, et les abonnés de cette chaîne me donnent clairement pas assez de thunes pour que je fasse un achat pareil. Je ne vise personne. Du coup, j'ai déjà ma prochaine entrée en tentation, et elle arrivera très bientôt sur la chaîne, mais ce sera pas de la littérature monténégrine. Mais d'ici là, bonne semaine et à très bientôt. Ciao.